c'est des études de cas, c'est un exposé. Enfin, c'est un rapport. Un rapport. Ouais, c'est un rapport à rendre en fait. Combien de pages? Une vingtaine ou une trentaine. Oui. Et c'est Christian qui vous a donné le sujet? Le sujet, en fait, lui, il nous a donné le sujet du soft power et c'est nous qui avons. D'accord. Enfin, il a proposé. Toute la promo à le soft power? Non. Il a proposé un certain nombre de sujets et chaque groupe il a choisi. Donc voilà. Donc, on pourrait commencer par les différents points qu'on voulait traiter. D'accord. Donc, pour vous résumer un peu les points qu'on voulait détailler avec vous, comme ça vous en avez une idée. Donc, on voulait traiter un petit peu un retour historique de la question, voir, à votre avis, comment ça s'est manifesté au tout début, à travers quels moyens, le tout début de la société d'information américaine, comment il s'est développé, comment il est né, comment il s'est développé à travers le temps. Ouais. Donc ensuite, voir les piliers de cette société. Et ensuite, voir à travers le temps les évolutions qu'il y a eu, notamment concernant Internet, la nouvelle technologie. Donc, comment ils ont pu affecter cette société d'information. Tu voudrais continuer? Non. Ok. Donc, sinon, en fait... et aussi nous parler un peu de la stratégie qui a été par les États-Unis pour construire... ça reste toujours dans le même cadre de naissance de cette société d'information. Donc, la société qui a été adoptée par les États-Unis pour faire naître cette société d'information. Et traiter, voir les différents aspects d'influence sur les individus, sur les peuples, à travers le monde entier, parce que ça affecte le monde entier. Donc, voir à quel degré ça a pu influencer les gens à travers le monde. Et si vous avez une idée particulière sur les principaux acteurs qui contrôlent ce système d'information aux États-Unis. Ouais. Bon. Jusqu'à quelle heure? Ça couvre un petit peu le sujet. Donc, 7 heures. Oui, je pense 7 heures, je crois. 7 heures, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, ça vous va? Oui. Ok. Ouais. Donc vous rejoignez votre banlieue lointaine. Alors, par où commencer? Alors d'abord, il faut avoir en tête que sur ce plan de stratégie d'influence culturelle, c'est quelque chose. La grande force américaine, c'est la continuité des politiques en fait. C'est pas quelque chose, un matin, quelqu'un s'est levé en disant on va faire du soft power. En fait, il y a plusieurs choses. Le soft power, vous avez dû voir ça, c'est donc une conceptualisation d'un politologue éminent qui s'appelle Joseph Nye. Vous avez vu ça? Donc, il y a ses livres à lire, il y a plein de choses sur son site internet, il y a plein de... Et donc en fait, c'est la capacité qu'ont les académiques américains de trouver des concepts, de trouver des noms. Alors il y a aussi choc des civilisations, il y a aussi... donc ils sont assez forts pour ça, c'est-à-dire trouver une espèce de gros concepts qui est un petit peu flou, etc. Et en fait, concrètement, pour le terme de soft power, rapidement, c'est donc après la chute du mur de Berlin, donc en 90, juste après, c'est-à-dire que à travers la réflexion de think tank, à travers les travaux de Nye, bien voir que aux États-Unis, les ponts sont très fréquents entre le milieu universitaire et le milieu politique, c'est-à-dire qu'il y a des think tanks, il y a des groupes notamment Nye est un pilier de la Brookings, je crois, notamment comme think tank. Et voilà, l'idée c'est de dire en fait on a donc la guerre économique et la guerre militaire a été gagnée, c'est-à-dire que voilà, l'Union soviétique s'effondre. Mais il faut passer à l'étape suivante, c'est que certes le pouvoir économique est important, certes le pouvoir militaire est important et politique, mais comment faire pour que les valeurs américaines,
en gros, qui peuvent se résumer à un grand slogan qui est la défense de la liberté et de la démocratie. C'est souvent comme ça que c'est présenté. C'est-à-dire que la mission des États-Unis pour le monde, c'est ça. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un cours d'histoire américaine, mais c'est très dès la fondation des États-Unis, c'est axé sur... c'est l'idée que les États-Unis sont là pour guider le monde, en fait. Alors ça passe par des choses très concrètes. Jusque-là, enfin, par des... Oui, alors... Mais c'est dans les mentalités politiques, c'est vraiment une vision. Oui, depuis... alors notamment au moment de l'extension américaine, puisque les colons ne rencontrent aucune, par rapport à quelques Indiens à droite à gauche, ne rencontrent aucune résistance. Donc il y a des politologues qui théorisent l'idée de destinée manifeste. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La destinée manifeste, ça veut dire que... qui est très religieuse en fait, dans la conception même, c'est de dire que comme il y a espèce d'aucune résistance à l'expansion, il y a juste la mer, il y a le pôle Nord, donc en fait c'est pratiquement une volonté divine que les États-Unis puissent s'accroître comme ça, de façon presque infinie, quoi. Simplement empêchée par les éléments naturels que sont les océans, etc. Donc il y a cette idée très très ancrée dans la religiosité américaine, dans l'histoire américaine, dans la vision américaine. Oui, alors le puritanisme est une des conséquences sociales de ça. Mais vraiment, c'est ça. Donc, à la chute du mur de Berlin, finalement, en fait, l'histoire continue. La liberté a gagné, la démocratie, les valeurs américaines, etc. Mais il reste quand même encore à continuer de se faire aimer de plus en plus dans le monde, parce que même s'il y a une victoire économique, une victoire politique, une victoire géopolitique, Nye, en 90, dit il faut ajouter à ce hard power historique. On est dans une société naissante de l'information, et il faut développer un soft power. Donc ça veut rien dire, un soft power, c'est un pouvoir doux, qui va s'ajouter au hard power pour répandre et finalement gagner la bataille c'est un terme qui revient assez souvent dans l'idéologie de cette époque-là, la bataille des cœurs et des esprits. C'est-à-dire qu'il faut que l'attractivité symbolique américaine continue et s'accroisse dans le monde entier. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Donc Nye, il dit, il théorise ça en disant il faut que la politique américaine déploie ce soft power. Et ça vient pas de rien. Encore une fois, c'est pas levé un matin en disant ça. C'est qu'en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, un des enjeux et une des façons dont les États-Unis ont gagné la guerre froide, c'est en fait notamment par l'arme culturelle. On l'oublie souvent, on parle toujours de Cuba, de machin, évidemment c'est vrai, mais les États-Unis ont déployé, ils faisaient ça déjà avant la Seconde Guerre mondiale, au début du siècle, sachant que c'était plutôt les Français qui faisaient ça jusqu'à la Première Guerre mondiale, dans les années 20, la culture française aux États-Unis était très florissante. Et donc, à partir de la Seconde Guerre mondiale, au moment où ils arrivent à mettre en œuvre la massification culturelle, c'est-à-dire de faire se rencontrer le monde de la création culturelle et les médias à un niveau global. Là, la radio existait, le phonogramme existait, le cinéma aussi, mais à partir du virage électronique, en fait, avec la télévision, avec le transistor, en fait, il y a une jonction qui se fait dès la Seconde Guerre mondiale, entre la technologie et les formes culturelles de la culture américaine. Et à partir de là, très tôt,
les stratèges de la guerre froide comprennent qu'il faut projeter derrière dans le bloc soviétique cette attractivité pour espèce de mythe américain, la richesse, la liberté, la démocratie. Enfin, et donc, les Américains vont très tôt projeter pendant la guerre froide, ne vont pas arrêter une seconde de projeter leur contenu culturel, leur contenu médiatique, sachant qu'en fait... voilà. Donc, c'est la création de Voice of America, c'est la création de Radio Free Europe, c'est la création d'énormément d'échanges de livres. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des millions de livres dans le bloc soviétique. C'est aussi les tournées mondiales, y compris dans le bloc soviétique, des jazz ambassadors. C'est-à-dire qu'en fait, la grande trouvaille, c'est de dire qu'est-ce qui symbolise le plus au-delà des langues. Parce qu'il y avait quand même le problème de la langue. Quand vous êtes avec des Hongrois ou des Tchèques, la littérature américaine ou le cinéma, il y a la langue. Mais qu'est-ce qui symbolise, enfin, qu'est-ce qui est le plus facile à exporter, c'est la musique. D'accord. La musique, il n'y a pas besoin de comprendre les paroles. Et donc, ils vont projeter très tôt le département d'État. Hein, il n'y a pas de ministère de la Culture aux États-Unis, vous savez. Le département d'État fait un accord avec des producteurs de musique, avec des centres de formation de jazz, en disant voilà, on invente le terme de jazz ambassador. C'est les ambassadeurs culturels, mais c'est donc Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Aretha Franklin, vraiment les très Bill Evans, les grandes stars américaines du jazz, qui vont dans le monde arabe, en Égypte, en Irak, et puis qui vont aussi même jusqu'en Russie. Et donc c'est un énorme succès, donc c'est un impact. Donc en fait, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'il y a une constance américaine dans ce domaine-là. C'est pas simplement. Donc une fois que la guerre froide se termine, il faut théoriser ça, il faut continuer à déployer toute cette influence. Et donc Nye invente ce concept de soft power. Alors, ce qui est assez fascinant de l'administration américaine, c'est la capacité à tout de suite se saisir de doctrines, de concepts, et les transcrire dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passe pas 10 ans avant que... Et que ce soit pour l'intelligence économique d'ailleurs, parce que c'est à ce moment-là aussi que Clinton redéploie alors Bulot vous en dira plus, vous l'avez déjà dit, mais tout l'appareil de renseignement américain, dans ces années-là, il n'y a plus à se battre contre les soviétiques, donc la NSA, tous les systèmes d'espionnage sont redéployés pour des intérêts économiques, notamment. Et Clinton, avec ses grands sourires et son saxophone, il n'y a pas eu plus dur sur le plan de la guerre économique que les années Clinton. Avec tout un tas de lois, avec tout un tas et de mettre au service du développement de l'économie américaine les outils opérationnels de renseignement. Et il y a tout un tas d'anecdotes, d'histoires, de petites histoires, de grandes histoires qui prouvent ça. Et sur le plan culturel, c'est pareil. En plus, je ne sais pas si vous vous rappelez les photos célèbres entre Boris Yeltsin et Clinton qui jouent du saxo. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos-là. C'est-à-dire Clinton lui-même, c'est la particularité aussi d'Obama, hein, c'est qu'ils sont capables d'incarner eux-mêmes des concepts culturels. C'est-à-dire le chef de l'État, le président américain a cette capacité. Kennedy l'avait déjà fait avec Jackie Kennedy. C'est là que la France, quand la Joconde vient à Washington, a un énorme truc, Malraux est là, enfin, c'est un grand moment de l'influence française. Et donc, pour parler clairement, Clinton, tout de suite, cette théorie du soft power, finalement, vient cristalliser des choses qui existent déjà, et vient donner une sorte de nom à des pratiques qui s'intensifient, qui se rationalisent. Par exemple, vous parliez des acteurs, des très gros acteurs dont on n'entend jamais parler, mais qui sont très puissants dans ce domaine, c'est
D'abord, l'absence du ministère de la Culture. Pardon ? L'absence du ministère de la Culture aux États-Unis.